Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence R&D. D'abord, nos excuses pour le changement du salle aux dernières minutes, mais c'est vu du grand nombre des participants. Et à cause de cela, nous n'avons pas pu prévoir d'interprétation, donc nos excuses pour cela. La conférence se déroulera en français, mais après, avec les questions et réponses, ça peut être en anglais aussi. Donc, d'abord, quelques informations. Comme vous savez, les différentes sections de R&D dans les différentes institutions mettent à profit de tout le personnel les différentes conférences que R&D organise. Nous vous rappelons que les sujets de nos prochaines conférences avec nos avocats seront les suivants. D'abord, le jeudi prochain, donc le 11 octobre, on a la conférence sur le cohabitant légaux, mais pas marié, avec Maître Thierry Bonctin, Maître Anaïs Guillerme et Maître Marie Forgeois. Le 8 novembre ensuite, il y a la conférence sur la fiscalité immobilière indirecte avec Maître Yael Spiegel, concernant à un côté les droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'un bien, aussi la donation aux enfants, éventuellement en gardant la nue propriété, et aussi sur la TVA, notamment les cas dans lesquels la TVA s'applique à l'acquisition ou vente, mais aussi les taux réduits applicables en matière de rénovation d'une habitation, par exemple. Et le 6 décembre, on a la conférence sur l'héritage concernant la nouvelle loi et incluant l'aspect de famille récomposée avec Maître Arnaud Gillard. Et alors, encore une date à fixer en janvier ou février, on a une conférence sur le divorce et la garde partagée, et ceci avec Maître Arnaud Gillard aussi. Une autre information importante, c'est que le 15 novembre, nous organiserons une porte ouverte où nous vous présenterons notre nouveau courtier d'assurance et prêt. Les courtiers vous feront part de leur expertise et vous conseilleront sur l'assurance complémentaire santé, mais aussi l'assurance hospitalisation ou l'assurance protection juridique, et aussi toute question en matière d'autres assurances, comme par exemple pour la voiture, l'incendie, risque d'hiver, assurance vie par exemple, mais aussi des produits d'épargne. Alors cette année, nous avons aussi un débat organisé par R&D Commission concernant le point de vue de la presse sur la commission de la dernière chance. Mais maintenant, c'est le moment venu de vous présenter nos avocats, Maître Frédéric Couvreur et Maître Arnaud Pins, que certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'ils ont donné une conférence sur la nouvelle loi du bail à Bruxelles au mois de juin. Ils nous parleront aujourd'hui de ce qu'il faut savoir lors de l'achat et de la vente d'une maison en Belgique. Donc, comme j'ai dit, la conférence sera en français, mais après vous pourrez aussi parler en anglais. Aussi bien à savoir, c'est que nous diffuserons après la présentation PowerPoint dans toutes les institutions, à travers toutes les sections R&D, et vous serez naturellement informés des conférences et portes ouvertes qu'on va organiser. Donc maintenant, je passe la parole au maître. Merci. Madame la Présidente, je vous remercie. Nous allons partir en balade. Nous allons vous guider au travers du processus de formation du contrat de vente, processus de formation de la vente immobilière. Nous allons vous parler pendant 30-45 minutes et je propose que les questions ne soient posées qu'après notre exposé initial. Et j'ai une contrainte de temps, je devrais quitter peu après 14 heures notre conférence. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Traditionnellement, la vente immobilière est présentée comme ceci. Qu'est-ce que la vente immobilière? La vente, c'est la convention par laquelle un vendeur s'oblige à livrer une chose à une autre partie qui s'appelle l'acheteur, moyennant le paiement d'un prix. Donc nous avons deux éléments essentiels, la chose d'une part, d'autre part le paiement du prix.
Et alors le Code civil et nos professeurs nous enseignent que la vente est parfaite dès qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix. On parle d'éléments essentiels, mais bien sûr les parties peuvent prévoir d'autres éléments, substantialiser d'autres éléments qui vont rentrer dans leur convention. Et dès le moment où il y a vente, dès le moment où il y a un accord sur la chose et sur le prix, normalement la propriété est transférée de manière immédiate. Donc en réalité, selon l'enseignement traditionnel du Code civil, de la vente est un contrat consensuel qui se forme par l'échange des consentements entre l'acheteur et le vendeur, et aucun formalisme spécifique n'est requis. C'est l'enseignement traditionnel, c'est le droit civil qui a été pollué, je dirais, ces dernières années, sous l'influence de dispositions, de législation qui ressortent plutôt du droit public immobilier. De quelle législation s'agit-il? De législation dite de police administrative. Vous avez tous entendu parler de certificat PEB, de certificat de pollution du sol. Vous avez également entendu parler de lois qui protègent l'acquéreur. Je pense à la loi Brun. Lorsqu'on achète par exemple un appartement sur plan, en tant qu'acquéreur, nous sommes protégés, et la loi Brun impose un formalisme déterminé. Et puis à côté de ça, nous avons une pratique immobilière, une pratique notariale, et nous avons toute une série de contrats types qui se trouvent sur le marché. Et pour vous citer un exemple, le transfert de propriété, la plupart du temps, il est reporté dans le temps, il est reporté en fin de parcours au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Et donc, nous allons nous balader pendant quelques minutes tout au long de ce processus, étape par étape, dès le moment où vous décidez d'acheter un bien, ou dès le moment où vous décidez de mettre en vente un bien, jusqu'au moment de la signature de l'acte authentique. Et je donne la parole, je cède la parole à Arnaud, qui va vous guider au travers de ces étapes. Bonjour à tous. Donc évidemment, la première étape, lorsque vous décidez, là je me place du point de vue d'un propriétaire d'un bien immobilier qui souhaite vendre son bien, la première question à se poser, c'est de savoir s'il souhaite se charger lui-même de la vente de son bien, ou s'il préfère s'adjoindre les services d'un professionnel qui pourrait lui offrir, l'encadrer de son expertise et de son expérience. Donc, ceci, évidemment, la réponse à cette question, c'est une question d'opportunité à apprécier par chacun d'entre vous. Il faudra évidemment, le fait de mettre en vente un bien requiert énormément de temps. Donc il y aura une première question, c'est les contraintes matérielles, temporelles. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour préparer le dossier de vente, pour effectuer les visites, pour négocier? C'est une contrainte essentielle. Ensuite, il y a d'autres aspects évidemment qui vont intervenir, qui peuvent être pris en compte lorsque l'on décide d'opter pour l'une voie plus que l'autre. Est-ce qu'on a l'expérience technique, les connaissances juridiques nécessaires? Est-ce qu'on a une connaissance du marché? Est-ce qu'on a les capacités de négociation? Ne vaudrait-il pas mieux s'entourer d'un professionnel, un agent immobilier, un notaire ou autre, qui, lui, a une expertise à faire valoir et qui sera, a priori, à même de vous encadrer? Voilà, donc tout ça, c'est une question vraiment d'opportunité laissée à l'appréciation de chacun. Si vous décidez de vous faire assister par un intermédiaire, un professionnel du secteur de l'immobilier, donc comme je l'ai dit, un agent immobilier, un notaire, ce sont les plus fréquents. On peut également se faire assister par un géomètre expert qui, comme les notaires ou l'agent immobilier, ont la possibilité de vous assister dans le cadre de l'activité de courtage immobilier. Donc le courtage immobilier, c'est l'activité qui consiste à mettre en relation un vendeur, un propriétaire vendeur et un ou plusieurs candidats acquéreurs. C'est une activité strictement réglementée. En principe, seuls donc les agents immobiliers qui sont agréés auprès de l'Institut des professionnels des agents immobiliers ou des professions
assimilés, comme les notaires, les géomètres experts. Ce sont les seules professions habilitées à pratiquer cette activité. Et lorsque vous décidez de procéder à une vente par le biais d'un intermédiaire, vous devrez nécessairement conclure un contrat. Et là encore, ces contrats sont strictement encadrés par la loi. Il faudra définir avec précision quelle sera la mission de l'intermédiaire. Est-ce qu'il se contente de mettre en relation les parties? Est-ce qu'il a un pouvoir de négocier? Est-ce qu'il peut éventuellement aller jusqu'à conclure la vente en votre nom? Et tout ça, c'est des questions à déterminer a priori dans le cadre d'un contrat. Il y a également d'autres questions à déterminer. Quelle sera la rémunération de cet intermédiaire? Quelle sera la durée de sa mission? Est-ce que vous souhaitez lui conférer une exclusivité ou non? Donc tout ça, vraiment, c'est la première étape, vraiment essentielle pour vraiment partir sur des bases saines, c'est inscrire, définir contractuellement la mission confiée à cet intermédiaire. Une fois que ce premier choix est fait, de la vente en personne, je m'occupe personnellement de la vente de mon bien, soit je fais appel à un intermédiaire. La seconde étape sera de préparer un dossier de vente. La vente, ce n'est pas comme vendre une voiture, la vente d'un immeuble, c'est évidemment une transaction peu courante, peu fréquente, exceptionnelle. Et donc, il faut y attacher tout le soin et l'importance, le soin qui correspond à l'importance de la transaction. Vous devrez préparer un dossier de vente qui comprend un certain nombre d'informations qui devront être fournies aux candidats acquéreurs à différents stades, soit dès l'annonce, dès que vous allez publier, afficher une annonce pour annonçant que vous mettez votre bien en vente, soit au moment de la signature du compromis de vente, soit pour certaines d'autres informations au moment de la passation de l'acte notarié. Quelles sont ces informations que vous devez préparer en amont? Il y a d'une part les renseignements, ce qu'on appelle les renseignements urbanistiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit, déjà j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une matière régionalisée. Donc en Belgique, nous sommes un État fédéral, il y a 3 régions, la région de Bruxelles-Capitale, celle dans laquelle nous nous trouvons, la région wallonne et la région flamande. En fonction de l'endroit où se trouve le bien qui va faire l'objet de la transaction, eh bien, des règles spécifiques vont trouver à s'appliquer. Donc ici, en matière de renseignement urbanistique, il s'agit d'un point, d'une question qui a été régionalisée. Donc vous allez avoir des disparités d'une région à une autre. Sans entrer trop dans les détails, de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les renseignements urbanistiques à fournir? Bien, tout d'abord, la destination urbanistique la plus récente du bien. S'agit-il d'un logement, d'un commerce, de bureaux, d'entrepôts? Ceci est déterminé sur base des permis d'urbanisme, du permis d'urbanisme le plus récent qui a été octroyé. Donc la destination urbanistique, elle se trouve normalement dans le permis d'urbanisme ou à défaut dans les plans d'affectation de sol, qui sont les normes, les règles administratives de portée beaucoup plus générale. Et j'attire votre attention sur le fait que en région bruxelloise, parce que je pense que la plupart d'entre vous seront davantage intéressés pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à Bruxelles, eh bien vous allez devoir fournir d'autres informations. Est-ce que le bien se trouve dans une zone concernée par un plan d'expropriation? Il faut savoir qu'il y a certains territoires sur la région bruxelloise qui se trouvent dans un périmètre d'expropriation. Lorsqu'une vente a lieu, lorsqu'une vente est envisagée dans un territoire, d'un bien qui se trouve sur un territoire situé au sein d'une zone d'expropriation, il faut notifier préalablement le projet de vente aux administrations compétentes pour qu'éventuellement elles puissent mettre en œuvre un droit de préemption qu'elles possèdent. Est-ce que le bien peut faire l'objet de mesures de protection patrimoniale? Quelle est la localisation précise du bien? Donc voilà, vous avez toute une série d'informations urbanistiques qui devront être fournies. Concrètement, il s'agit d'adresser une demande au service de l'urbanisme de votre commune. C'est là que vous
c'est le département qui vous communiquera ces informations. Ensuite, un des autres éléments importants à produire, le certificat PEB. Donc c'est une attestation qui est délivrée à la suite d'un audit réalisé par un expert indépendant préalablement agréé et qui a pour but de déterminer quel est le degré, la performance énergétique de votre logement. Là encore, il s'agit d'une matière régionalisée, donc il y a un certain nombre de différences d'une région à l'autre du pays. Mais quoi qu'il en soit, c'est un document qui doit vous permettre, d'une part, de comparer les biens disponibles sur le marché, puisque au terme de votre audit, le bien va se voir attribuer une classe énergétique, la classe A étant la classe des biens les plus performants d'un point de vue énergétique, la classe G étant la classe des mauvais élèves, les biens très énergivores. Donc ça va vous permettre de comparer les biens sur le marché, en même temps d'anticiper, d'avoir une idée du coût énergétique lié à votre logement. C'est un document que vous devrez, enfin en tout cas l'information relative à la classe énergétique du bien, vous devez l'annoncer directement lorsque vous mettez en vente votre bien. Si vous publiez une annonce sur Internet, vous mettez une affiche sur le bien, vous devriez mentionner la classe énergétique. Vous aurez l'obligation de remettre le certificat PEB au moment de la signature du compromis de vente. Et à défaut, sachez que vous pouvez vous exposer à des amendes pénales ou administratives qui sont relativement importantes, de 500 à 2500 € en fonction de la gravité du manquement et de la région dans laquelle vous vous trouvez. Autre élément important, les attestations de seuil. Lorsque vous vendez un immeuble, il faut s'assurer que le terrain sur lequel l'immeuble a été érigé n'est pas pollué. Là encore, il s'agit d'une matière régionalisée avec des différences importantes d'une région à l'autre, mais schématiquement, on peut simplifier le processus comme suit. La question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que votre bien se trouve sur un terrain à propos duquel on a des suspicions de pollution. Est-ce qu'il y a un risque de pollution? Si l'administration compétente estime qu'il n'y a pas de risque de pollution, elle vous délivre un certificat, une attestation de seuil. S'il y a un risque, des études complémentaires vont être effectuées pour déterminer quel est le niveau de pollution et est-ce qu'il nécessite des mesures d'assainissement. Si le niveau de pollution n'est pas suffisamment élevé, on va vous remettre votre attestation de seuil. Si les mesures d'assainissement sont nécessaires, vous devrez procéder à ces travaux ces mesures d'assainissement, et ce n'est qu'au terme de la procédure, après qu'une vérification a été opérée, que vous verrez délivrer cette attestation de seuil. Autre élément important, le procès-verbal de contrôle de l'installation électrique. Ça, c'est un document que vous devrez remettre au moment de la passation de l'acte authentique, donc vraiment tout au terme du processus. De quoi s'agit-il? Le vendeur a l'obligation de faire contrôler son installation électrique, non pas de délivrer au vendeur un bien conforme à la législation, à la réglementation, mais il a l'obligation de le faire contrôler. Ensuite, l'acheteur, l'acquéreur, il disposera d'un délai de 18 mois à la date de la passation de l'acte authentique pour faire procéder aux éventuels travaux de mise en conformité nécessaires et à faire ensuite effectuer un audit pour confirmer que le bien est bien conforme à la réglementation. Ensuite vient un autre élément vraiment indispensable lorsqu'on achète un bien immobilier, c'est ce qu'on appelle le dossier d'intervention ultérieure. Bien souvent, lorsqu'on achète un immeuble, on a l'intention d'y faire réaliser des travaux de rénovation. Ou une fois que vous serez devenu propriétaire, à un moment donné, vous allez vouloir faire des travaux de rénovation, ou vous allez devoir faire des travaux de réparation, d'entretien. Et donc, il est évidemment essentiel de savoir où se trouvent les conduites de gaz, les conduites d'eau, les câbles électriques, les conduites de cheminée. Il est important d'avoir le manuel, la notice d'utilisation de la chaudière, les différentes installations techniques. Donc tout ça, tous ces aspects techniques
utile lorsqu'on réalise des travaux, constitue le dossier d'intervention ultérieur, qui lui aussi doit être remis lors de la passation de l'acte authentique. Enfin, un élément important à prendre en considération lorsque le bien que l'on souhaite acquérir, que l'on souhaite vendre plutôt, se trouve dans une copropriété. Donc ici, ça vise essentiellement les appartements. Vous avez la possibilité d'adresser une demande au syndic. Donc le syndic, c'est la personne qui gère la copropriété. Vous avez la possibilité de lui demander de fournir toute une série d'informations concernant la situation juridique et financière de la copropriété. Quel est le montant du fonds de roulement, du fonds de réserve, quelle est ma situation en tant que vendeur, est-ce que j'ai des arriérés à l'égard de la copropriété. Voilà, toute une série d'informations de nature juridique et financière. Là aussi, certaines informations devront être communiquées avant la signature du compromis, d'autres sont à fournir au moment de la signature et de la passation de l'acte authentique de vente. Mais tout ceci est destiné évidemment à fournir une information complète au futur acquéreur. Voilà, je cède la parole à Frédéric. Je te remercie. Alors après avoir constitué un dossier de vente, le vendeur va mettre en vente son immeuble, il va publier une annonce ou par l'intermédiaire de son courtier, de son agent immobilier, une annonce, une publicité immobilière va être émise sur des sites style ImoWeb, ImoScan, sur le site de l'agent immobilier. Alors, cette publicité, le statut juridique de cette publicité, de cette annonce de vente, ce n'est rien d'autre que ça. C'est un appel d'offres, en réalité, un appel d'offres destiné à des candidats acquéreurs potentiels. Donc, il ne suffit pas de dire oui, de répondre oui à une offre, à une publicité, pardon, pour que la vente se forme. Les parties, en réalité, vont rentrer dans un processus de négociation. On parle de pourparlers de phase précontractuelle, et c'est à cette occasion que les parties vont s'échanger des informations. Elles vont négocier le prix, elles vont discuter des modalités de paiement. Si jamais je fais offre, est-ce que vous pourriez accepter un acompte d'autant? Quand est-ce que le solde devrait être payé? Les parties pourraient discuter des modalités de jouissance du bien. Le bien est-il occupé? Quand est-ce que part le locataire? Est-ce que moi, vendeur, d'accord, je suis prêt à vendre mon immeuble, mais j'aimerais bien, même après la signature de l'acte authentique, rester encore un mois. Donc ce sont des éléments qui vont rentrer dans cette phase précontractuelle et sur lesquels les parties vont échanger. Alors il y a un principe fondamental, c'est que ces négociations doivent se dérouler dans un cadre de bonne foi. Les parties sont obligées de négocier de bonne foi, elles ont une obligation de discuter loyalement et de communiquer des informations qui sont exactes. Alors, on avance, et l'acheteur, le candidat acheteur va se montrer très intéressé, et il va émettre une offre d'achat. Alors, l'offre d'achat, ou la promesse unilatérale d'achat, c'est quoi? C'est un acte unilatéral, parce qu'il provient du candidat acquéreur, qui oblige le candidat acquéreur envers le vendeur, et par lequel le candidat acquéreur fait offre d'acheter le bien à un prix déterminé et à certaines conditions. Donc le moment de l'offre est un moment important, et pour que cette offre engage l'acquéreur, elle doit répondre à toute une série de conditions. Un élément psychologique, c'est l'intention de l'acquéreur de se lier. Il suffirait que le vendeur dise « oui, j'accepte l'offre » pour que la vente se forme. J'y reviendrai dans 5 minutes. Et donc, l'offre doit être ferme. L'engagement de l'acquéreur de s'engager en cas d'acceptation doit être clair. L'offre, elle doit être complète. Elle doit contenir tous les éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est le prix et la chose, donc l'immeuble qui fait l'objet de l'offre, mais également les éléments substantiels. C'est l'exemple de
d'une jouissance prolongée pendant un mois ou deux, par exemple, après la signature de l'acte authentique. C'est le moment d'insérer cette condition substantielle dans l'offre, après il sera trop tard. Alors, pour que l'offre ait un effet, il faut être porté à la connaissance du vendeur. Donc elle doit être extériorisée, et une fois qu'elle a été extériorisée, elle ne peut plus être retirée. Elle ne peut plus être retirée par le candidat acquéreur. En tout cas, elle ne peut pas être retirée avant l'échéance de l'offre. Alors, une fois que l'offre a été émise, je me répète, l'offrant, le candidat acquéreur, il est tenu par son offre et il est tenu de la maintenir durant le délai qu'il a précisé, ou alors s'il n'y a pas de délai précisé, durant un délai qui est raisonnable. Et alors, il faut également prévoir, si possible, un mécanisme de levée de l'option. L'acquéreur exprime sa volonté d'acheter tel bien, il faut dire peut-être, il faut préciser au vendeur, voilà, mon offre est valable jusqu'à telle date, et votre acceptation se fera sous telle ou telle forme. Un courrier recommandé, un fax, un email, que sais-je encore. Mais il est utile de le prévoir. Alors, merci. À côté de l'offre d'achat qui émane de l'acquéreur, on voit parfois une option d'achat ou une promesse unilatérale de vente. Et là, la partie qui s'oblige, c'est le vendeur, qui va concéder une option d'achat à l'acquéreur, à des conditions particulières, et qui permettra à l'acquéreur, à un moment donné, de dire « oui, je suis intéressé, j'achète le bien aux conditions qui sont fixées ». Je ne vais pas m'étendre sur l'option d'achat ou la promesse unilatérale de vente qui provient du vendeur, qui émane du vendeur. Je vous dirai encore qu'il existe des mécanismes un peu plus compliqués, d'options croisées, d'options de vente et d'achat croisées. On voit parfois des pactes de préférence. Le pacte de préférence n'emporte pas l'engagement du vendeur de vendre son bien, c'est simplement un droit de préférence qui est octroyé à l'acheteur. Si moi, vendeur, je décide de vendre à des tiers, si j'ai une offre d'un tiers, je peux vous la soumettre à vous, bénéficiaire du pacte de préférence, et vous pouvez me dire oui ou non si vous acceptez de vous aligner. Je ne veux pas vous embrouiller, donc je ne m'étends pas sur ces autres types d'offres ou de documents qu'on rencontre dans le cadre d'un processus de formation de vente immobilière. Alors, une fois que l'offre d'achat est levée, elle est levée sans réserve, elle doit être levée sans réserve par le vendeur, ou sinon il n'y a pas d'acceptation. Eh bien, en principe, comme je vous le disais tout à l'heure, la vente est parfaite, et c'est ce qu'un professeur de droit fiscal vous dira. Dès le moment où il y a accord sur la chose et le prix, je me répète, la vente est parfaite. Et pourquoi au niveau fiscal on vous le dira? Parce que dès ce moment-là, les droits d'enregistrement sont dus. En réalité, on voit se développer depuis quelques années une certaine jurisprudence. On a certains professeurs d'université, certains auteurs, donc la doctrine développe une théorie qui est la théorie du caractère processuel et dynamique de la vente immobilière. Et cette théorie est fondée sur deux arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles qui datent de 2011, qui sont assez connus, qui ont été relayés par d'autres décisions. Et la Cour d'appel de Bruxelles avait décidé que l'accord sur la chose et le prix étaient certes des éléments essentiels, mais que parfois, il ne suffisait pas, il n'était pas suffisant parce que les parties devaient encore s'accorder sur des éléments substantiels. Donc, sur base de ces arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles, on a développé, certains auteurs ont développé une théorie qui est la théorie du caractère processuel et dynamique de la vente. En réalité, l'offre qui serait acceptée, ce serait un pré-contrat ou un premier contrat. On aurait déjà un engagement sur la chose et sur le prix, mais les parties s'engageraient en réalité à négocier le reste du contrat de bonne foi. Alors, il y a quand même une jurisprudence qui recadre, je dirais, qui va dans l'autre sens,
et qui revient sur l'enseignement classique, d'accord, sur la chose et sur le prix, nous attirons votre attention sur ce courant jurisprudentiel et doctrinal. Les choses ne sont pas simples et soyons prudents. Quand devons-nous être prudents? Je reviens au moment de la rédaction de l'offre. Dans la pratique immobilière, on voit parfois n'importe quoi. On voit parfois des offres qui sont basées sur des documents qui ont été téléchargés sur Internet. On voit parfois des offres qui en réalité sont des copier-coller de dispositions contractuelles ou d'offres recueillies à gauche et à droite. En réalité, la plus grande prudence s'impose lorsqu'on rédige l'offre. Il faut veiller au minimum, ce n'est pas dans slides, mais sur la slide, mais ça coule de source, à bien identifier les parties, à bien identifier le bien. Est-ce qu'on achète la maison ou la maison et le jardin? Ça peut poser problème à un stade ultérieur des relations entre parties. Est-ce qu'on achète la maison avec sa cuisine équipée? On a parfois des surprises de voir, au moment de la délivrance du bien, au moment du transfert de propriété, de constater que le vendeur, en réalité, il est parti avec certains éléments que l'acheteur pensait avoir achetés. L'identification des parties est extrêmement importante. Je le répète, on voit parfois n'importe quoi. On voit parfois des offres qui sont émises par Monsieur X qui s'engage à acheter et ou Madame Z et ou une société à constituer. Il faut être extrêmement prudent. J'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Alors, on a parlé d'éléments substantiels, il faut les préciser. Est-ce que, mon bête exemple, est-ce que le vendeur voudra encore rester 2 semaines après le transfert de propriété pour organiser son déménagement? C'est un élément substantiel qui doit être mentionné. Les conditions suspensives ou résolutoires, elles doivent être mentionnées. Est-ce que l'acquéreur offre d'acheter le bien, comme ça, sans clause suspensive de préemption d'un crédit ou pas? C'est important. C'est à ce moment-là que la clause suspensive d'obtention de crédit doit être formulée, elle doit être exprimée, et on peut avoir des rédactions. Je creuse un peu sur la clause suspensive d'octroi de crédit. On peut avoir des rédactions plus ou moins précises. Est-ce que l'acquéreur va solliciter un crédit auprès de son banquier habituel? Est-ce qu'il s'engage à solliciter son crédit auprès de 3 banques? Quelles sont les conditions d'octroi du crédit? Des conditions normales? Ou est-ce qu'il peut aller chercher son crédit chez un usurier? Ce sont des éléments importants, éléments très importants également, mais fixer le délai durant lequel le candidat acquéreur pourra rechercher son crédit. Je vous l'ai dit, préciser les modalités d'acceptation de l'offre, c'est extrêmement important, et le cas échéant, préciser que le contrat de vente, finalement, devra faire l'objet d'un compromis de vente pour quelque part parfaire l'échange des consentements. On parle de solennisation en réalité de la vente. Je vais repasser la parole à Arnaud pour le compromis en tant que tel. Merci. Donc voilà, comme Frédéric vient de vous le dire, le compromis en soi n'est pas la rédaction d'un écrit pour constater la vente immobilière n'est pas requis formellement, puisque la vente est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange de consentement entre les parties sur les éléments essentiels, voire substantiels. Mais il est d'usage en Belgique de constater l'accord intervenu entre les parties dans un écrit, qui est un acte ici, pour l'instant, le compromis de vente est un acte sous seing privé, c'est-à-dire conclu entre les parties et elles seules. L'acte sera signé uniquement par elles, à la différence de l'acte authentique qui interviendra en fin de processus, qui lui sera également contresigné par chacune des parties, mais également par le notaire. Donc le compromis de vente est un acte sous seing privé. Quelle est l'utilité, quel est l'intérêt de recourir à la signature d'un compromis de vente? D'une part, ça répond à un besoin de sécurité juridique, savoir exactement ce sur quoi les parties se sont accordées.
également, ça permet également de s'assurer du respect d'un certain nombre d'obligations d'information qui pèsent sur le vendeur. Ensuite, il y a un aspect vraiment un aspect plus pratique. Il faut savoir que le compromis de vente et la négociation, la période entourant la conclusion du compromis de vente est une période au cours de laquelle les parties vont pouvoir négocier sur les différents éléments accessoires de la vente. La question de l'inclusion, l'insertion de conditions suspensives, résolutoires, la question de savoir quand le transfert de propriété aura lieu. Donc c'est vraiment le moment privilégié pour que les parties puissent négocier entre elles les termes de leur contrat. Et ensuite, c'est un document essentiel car il va contenir, déjà à ce stade énormément, il devrait idéalement contenir toute une série d'informations qui seront essentielles pour la passation, la rédaction de l'acte notarié. Donc ce sont les informations relatives à la situation du bien, sa situation hypothécaire, sa situation urbanistique, l'identité des parties. Voilà, donc tout ça, ce sont déjà des informations qui devront figurer au stade du compromis de vente, et c'est également en général au stade du compromis de vente que le notaire, le ou les notaires des parties font leur intervention. Et donc le notaire, en tant que garant de la sécurité juridique de l'opération, il va vérifier toute une série d'informations afin de veiller donc à la sécurité juridique de l'opération, mais également veiller au respect et à la protection des intérêts des parties. Donc c'est vraiment un document très important. Comme je vous l'ai dit, c'est à ce stade que les notaires interviennent. Que vont-ils faire? Ils vont s'informer et ils vont vérifier toute une série d'informations à propos du bien et des parties. Quels sont les documents qu'il va réclamer ou consulter à cette occasion? D'une part, la première chose, c'est le titre de propriété. Donc, vous prétendez être propriétaire du bien, justifiez-le. Cette information, elle ressortira du titre de propriété. Donc, le titre de propriété, c'est la carte d'identité du bien. Quelle est sa situation cadastrale exacte, quels étaient les propriétaires antérieurs, existe-t-il des servitudes à propos du bien? Tout ça, ce sont des informations qui résultent en général du titre de propriété. Dans un second temps, le notaire va vérifier que les informations qui doivent être communiquées au candidat acquéreur à ce stade l'ont été. Ce sont les renseignements urbanistiques, le certificat PEB, l'attestation de sol, les différents éléments relatifs à la copropriété, si le bien se trouve au sein d'une copropriété. Ce sont tous les éléments du dossier de vente que vous avez dû constituer au moment où vous avez avant de décider de mettre en vente votre bien. Tous ces éléments-là, ils vont être vérifiés par le notaire à ce stade. Si cela n'a pas encore été vérifié précédemment, bien sûr. Au niveau du contenu, quel sera le contenu d'un compromis de vente? Eh bien, évidemment, idéalement, il devrait y avoir une partie relative à l'identification des parties, qui sont les vendeurs. S'agit-il d'un bien détenu en indivision? Il peut y avoir plusieurs propriétaires, monsieur, madame, s'il s'agit d'un couple marié, de cohabitants légaux. S'agit-il d'une société? Est-ce que l'acquéreur, qui sera l'acquéreur? L'acquéreur personne physique ou éventuellement la société qu'il compte constituer dans un avenir proche? Tout ça sont des questions qui doivent être envisagées dès la conclusion, dès la signature du compromis de vente. Ensuite, il y aura un volet relatif au bien en tant que tel. Toutes les informations urbanistiques, la situation hypothécaire, cadastrale, le bien se trouve-t-il dans une zone comprise dans un périmètre d'expropriation, quelles sont les servitudes éventuelles, etc. Ensuite, on arrive au nerf de la guerre, évidemment, dans un compromis de vente. L'un des éléments essentiels de la vente, outre la chose, outre le bien, c'est le prix. Donc les parties vont voir
le prix devra en principe être déterminé dès la signature du compromis de vente, de même que les modalités de son paiement. Il est d'usage en Belgique de payer lors de la signature du compromis de vente une somme à titre d'acompte, de garantie. En général, même s'il n'y a pas de règle en la matière, l'usage est plutôt de verser 10% du montant de l'opération à titre d'acompte. Cette somme pouvant, dans l'hypothèse où par exemple pour X ou Y raison, la vente au final ne va pas jusqu'au stade de l'acte authentique, donc la vente devrait être résolue en raison d'une renonciation d'un chef du candidat acquéreur, et bien en général, cet acompte, cette somme versée à titre d'acompte ou de garantie, elle pourra être le compromis de vente. Les compromis de vente contiennent classiquement une clause prévoyant que cette somme pourra être conservée par le vendeur à titre d'indemnité forfaitaire. Pour pallier à une éventuelle insolvabilité du vendeur, il est toujours préférable évidemment dans le chef du candidat acquéreur, de l'acheteur, de demander à ce que cette somme soit consignée sur le compte tiers du notaire. Ça évitera les mauvaises surprises éventuelles. Outre outre le bien, le prix, l'identité des parties, il conviendra de préciser dans le compromis de vente quel est le régime fiscal de l'opération. On y reviendra ultérieurement. Mais est-ce que l'opération sera sujette à la perception de droit d'enregistrement ou éventuellement soumise à TVA? Quel sera le moment du transfert de propriété? Quel sera le moment du transfert de la jouissance des lieux? Est-ce que le vendeur garantira que le bien est exempt de vices cachés? La protection des vices cachés, il faut savoir en Belgique, la plupart des compromis de vente contiennent une clause excluant la responsabilité du vendeur pour les vices cachés. Quelles sont les éventuelles conditions suspensives ou résolutoires? Quelles sont les coordonnées du notaire, des notaires qui interviendront dans la vente? Et comme je l'ai déjà évoqué précédemment, les éventuelles sanctions en cas de non-respect par une des parties de ces engagements, avec l'hypothèse la plus fréquente, c'est celle où la vente ne se conclurait pas en raison d'une renonciation d'un chef de l'acquéreur, auquel cas le vendeur en général se sera assuré par une clause la possibilité de conserver la somme versée à titre d'acompte. Alors la balade continue, notre balade continue, l'offre a été acceptée, le compromis a été signé. Nous sommes dans cette période intermédiaire avant l'étape finale qui est la signature de l'acte authentique d'acquisition devant notaire, à nouveau, et pour des raisons essentiellement fiscales, à savoir la perception des droits d'enregistrement. Alors, il nous arrive parfois, durant cette période-là, de rencontrer des incidents ou des accidents. La vente est devenue pleinement effective. Je le répète, le compromis a été signé. La condition suspensive a peut-être été réalisée. Elle a été réalisée. Peut-être que l'acquéreur a oublié de prévenir dans le délai prévu dans la condition suspensive le vendeur qui n'avait pas obtenu de financement, mais dommage pour lui, on doit continuer le processus, il reste obligé d'acheter. Autre exemple, réel, à nouveau, la vente est effective, les conditions suspensives ont été réalisées, et l'acquéreur est muté, c'était pas prévu, il est muté à l'étranger. Restructuration de sa société. J'ai eu le cas d'un chef-coq muté de Bruxelles à Tokyo ou je ne sais plus où exactement durant cette période-là. Alors c'est assez ennuyeux puisqu'on doit en théorie aller jusqu'au bout du processus, on doit signer l'acte authentique de vente, on doit payer le prix de vente, on doit payer les droits d'enregistrement. Alors la première chose à faire, c'est de se parler entre acquéreur et vendeur, c'est très bien, et parfois on trouve un arrangement. Et dans le passé, il y avait une pratique tout à fait illégale qui consistait à déchirer le compromis. On faisait semblant de rien. Acheteur et vendeur, on déchirait le compromis,
Et on pensait que de ce fait-là, on se prémunissait d'éventuelles sanctions fiscales, par exemple. En réalité, un compromis était déchiré, mais chacune des parties gardait quelque part une copie du compromis, et si jamais le compromis atterrissait sur le bureau de l'administration fiscale, l'enregistrement disait toc toc, vous me payez 10 ou 12% de droits d'enregistrement, plus les amendes. Donc, déchirer le compromis pour mettre fin de manière, je dirais, anticipée, mais pour mettre fin à la vente n'est certainement pas la bonne idée. Et depuis quelques années, les 3 régions, puisque la matière est régionalisée, ont permis aux parties, après la signature du compromis, mais avant la signature de l'acte authentique, de mettre fin à la convention. C'est très simple. Il faut signer une convention de résiliation. Il faut présenter cette convention de résiliation à l'administration de l'enregistrement avec le compromis. On paye un petit droit de rien du tout, c'est 10 ou 35 €. Et si on fait ça, si on effectue cette opération dans l'année de la signature du compromis, aucune crainte, l'administration de l'enregistrement ne tombera pas sur la tête du vendeur ni de l'acquéreur. Alors, l'incident est clos, la vente se poursuit et on termine chez le notaire pour la signature de l'acte authentique. Donc, la dernière étape du processus, c'est l'étape à laquelle le notaire joue son rôle majeur. Donc, le notaire, outre le fait qu'il assiste les parties, qu'il les conseille, qu'il les informe, c'est aussi un officier public. Il intervient également en vue de protéger les intérêts de l'État. En ce sens, il va servir de collecteur aux droits d'enregistrement. Nous y reviendrons par la suite. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que le notaire a une double casquette en réalité. Il intervient à la fois en tant que personne, officier public qui vient assurer la défense des intérêts des parties, mais il est également un représentant de l'État qui joue. Donc voilà, il faut toujours avoir à l'esprit cette double casquette du notaire. Donc, il faut savoir que la passation de l'acte authentique de vente doit intervenir dans un délai de 4 mois à dater de la signature du compromis de vente. Lorsque le compromis est signé, les droits d'enregistrement sont dus, mais le Trésor ne pourra en exiger le paiement que 4 mois plus tard. Raison pour laquelle il y a ce délai impératif de 4 mois, le délai maximum entre la signature du compromis de vente et la passation de l'acte authentique. Ce délai est évidemment essentiel et il conviendra de fixer, lorsque l'on fixe la date pour la passation de l'acte authentique de vente, il ne faut pas simplement tenir compte de l'agenda du notaire ou des desiderata des parties. La première chose à tenir à l'œil, c'est ce délai ultime, cette date ultime pour procéder à la passation de l'acte authentique de vente. Quelles sont les étapes qui entourent la passation de cet acte? Premièrement, il va y avoir toute une série d'informations, de vérifications qui seront, auxquelles le notaire va se livrer, il va vérifier les informations dont il dispose à propos de l'identité des parties. Il va vérifier si cela n'a pas encore été fait précédemment, les informations relatives aux biens. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en général, en Belgique, le notaire intervient dès le stade du compromis de vente. Donc la plupart des vérifications utiles auront déjà été effectuées préalablement. Mais comme il est également d'usage en Belgique que chacune des parties se fasse assister de son propre notaire, le notaire qui rédige le compromis étant habituellement le notaire du vendeur, et tandis que, en ce qui concerne la rédaction de l'acte authentique de vente, ce sera habituellement
le notaire de l'acquéreur qui va se charger de la rédaction. Et donc, le notaire ici qui intervient pour la rédaction de l'acte authentique va entre guillemets vérifier, double-checker ce que son homologue aura, ce que son confrère aura fait précédemment. Voilà, alors en Belgique, nous sommes un pays où il y a 3 langues nationales. L'acte notarié peut être rédigé dans n'importe laquelle des 3 langues nationales. C'est pas parce que le bien que vous achetez se trouve en région flamande que vous devriez prévoir de rédiger l'acte authentique en néerlandais. Vous pouvez le faire en français, vous pouvez le faire en allemand, peu importe. La date de la signature, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle doit être fixée premièrement en tenant compte de ce délai maximum de 4 mois à dater de la signature du compromis de vente. Vous recevrez habituellement, il est d'usage que le notaire soumette un projet quelques jours, une semaine avant la date prévue pour la passation de l'acte authentique. Et quels sont les effets attachés à la passation de l'acte authentique? En général, dans le cadre d'une vente immobilière, le premier effet sera de concrétiser le transfert de propriété. C'est à ce moment-là que l'acquéreur devient officiellement propriétaire de son bien, pour autant que les parties dans le compromis de vente aient souhaité un transfert différé. Parce que si on s'en tient aux dispositions du Code civil, comme vous le savez, la vente est parfaite dès qu'il y a un accord sur la chose et le prix. Théoriquement, le transfert de propriété devrait intervenir dès qu'il y a un accord entre les parties sur ces 2 éléments essentiels. En matière immobilière, il est d'usage de retarder, de différer le moment du transfert de propriété à la passation de l'acte authentique de vente. Qui dit transfert de propriété dit, dans la foulée, transfert des risques. Si la chose vient à être détruite, si le bien est détruit à la suite d'un incendie qui survient après la passation de l'acte authentique, eh bien le risque, la destruction devra être supporté par l'acquéreur. Donc c'est un élément essentiel évidemment. Qui dit signature, passation de l'acte authentique de vente, implique également le transfert de la jouissance, sous réserve d'un accord qui sera intervenu entre les parties pour différer de quelques semaines la remise des clés. Mais en principe, lorsque vous passez l'acte authentique de vente, c'est à ce moment-là, ce moment coïncide avec la remise des clés. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre possession de votre bien. Ce qui implique, le transfert de jouissance fait naître 2 obligations dans le chef du vendeur. C'est l'obligation de ne pas troubler la jouissance de l'acquéreur. Donc il ne peut, ce qui implique que de par son fait personnel, il ne vienne pas troubler la jouissance paisible de l'acquéreur, et qu'il garantisse l'acquéreur d'une revendication que les tiers pourraient avoir sur les biens. Par exemple, un tiers qui prétendrait être le véritable propriétaire. Bon, tout ceci est évidemment très théorique, puisque c'est évidemment le rôle, le but de ces obligations d'information, de vérification qui pèsent sur les notaires, c'est de vérifier, de s'assurer que les parties soient bel et bien propriétaires du bien qu'elles mettent en vente. Donc voilà, tout ça, ce sont des problèmes essentiellement théoriques, mais qui peuvent dans la pratique se poser. Et la signature de l'acte authentique coïncide en général avec le paiement, évidemment, du solde du prix. Le paiement, compte tenu de l'importance de la transaction, du paiement effectué, eh bien, le paiement se fait généralement par virement bancaire, parfois, plus rarement, par le biais d'un chèque certifié. Nous en venons maintenant aux différents frais accessoires, enfin, les frais liés à l'acquisition d'un bien immobilier. Quels sont ces frais? Premièrement, il y a les droits d'enregistrement. Donc c'est un impôt que le notaire va collecter pour l'État et les régions. Il faut savoir que tout acte notarié, donc tout acte passé devant un notaire doit être enregistré. Et un droit
un droit fixe. Certains actes feront l'objet d'un droit fixe, qui est un droit relativement modique. Mais pour, par exemple, ici, dans l'espèce, dans le cadre d'une vente immobilière, l'opération est soumise au paiement de droits qui sont calculés. Ce sont des droits non pas fixes, mais proportionnels au montant de la transaction. Là encore, il s'agit d'une matière régionalisée, les taux applicables varient d'une région à l'autre. En Flandre, le taux de principe est de 10%, il est plus élevé en région bruxelloise et en Wallonie, où il s'élève à 12% et demi. Il faut savoir qu'il existe différentes diminutions de la base imposable, on parle d'abattement, dans chacune des régions, mais à des seuils très différents. Donc une diminution de la base imposable, ça va avoir une première tranche, donc à Bruxelles, pour les biens d'une valeur n'excédant pas 500 000 euros. À certaines conditions, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement sur la première tranche de 175 000 euros. Toujours bon à savoir. Pareil, vous allez retrouver des possibilités d'obtenir des abattements en région wallonne et en région flamande, mais les régimes sont très différents. Et donc, faites attention à cela. Lorsque vous envisagez d'acheter un bien, renseignez-vous quant aux droits d'enregistrement applicables. Certaines ventes peuvent être soumises non pas à la perception de droits d'enregistrement, mais peuvent être soumises à tout le moins partiellement à la TVA. Ça concerne essentiellement les immeubles neufs ou récents. Le taux de TVA en Belgique est de 21%. Donc ici, à ces impôts viennent s'ajouter les honoraires du ou des notaires. Ils sont fixés, il y a un barème défini par un arrêté royal, donc ils sont fixés par la loi. Vous savez dès le départ combien vous allez payer en fonction du montant de la transaction. Ça ne coûte pas plus cher de faire appel, que chacune des parties se fasse assister d'un notaire. Ça ne va pas engendrer d'accroissement du prix. Les notaires vont se partager leurs honoraires. Et enfin, à titre accessoire, il y aura évidemment tous les frais qui auront été exposés par le notaire dans ses opérations de vérification, pour l'obtention des différentes attestations de sol, les certificats hypothécaires, les extraits cadastraux, etc. Donc voilà, il y aura toute une série de frais accessoires qui viendront s'ajouter. Et très brièvement, j'en viens maintenant sur toutes les étapes, les formalités postérieures à la passation de l'acte authentique. Je vous ai d'ores et déjà parlé de l'enregistrement de l'acte. Il y a une autre étape importante, c'est celle de la transcription. La transcription, le fait de la transcription, le notaire instrumentant va se rendre au bureau de sécurité juridique, c'est une administration publique, et il va faire retranscrire l'acte. Donc c'est-à-dire l'acte va être copié intégralement ainsi que ses annexes. Et une fois transcrit, l'acte, tout le monde, vous pouvez vous rendre au bureau de sécurité juridique et demander à prendre connaissance d'un acte notarié qui y a été retranscrit. C'est donc une formalité qui permet d'assurer la publicité des transactions immobilières à l'égard des tiers. Voilà. Et enfin, en bout de parcours, la dernière étape, c'est la remise du titre de propriété. Une fois que l'acte a été enregistré, présenté à la transcription, le notaire vous remet une copie certifiée conforme de l'acte. Lui, étant entendu que le notaire, lui, va conserver l'original au sein de son étude. Voilà. Nous avons terminé avec cet exposé un peu théorique. Maintenant, voici est venu le temps de vos questions. Nous sommes à votre écoute. Oui, madame. Est-ce que ça marche? Oui. Si j'achète un nouveau bien et finalement ça n'a pas été bien construit, il y a des problèmes de l'humidité et tout ça, et je ne suis pas satisfaite. Par exemple, ça me donne des problèmes de santé ou quoi que ce soit, ou
ou c'est juste, je ne trouve pas que c'est ce qu'on m'a été promis. Alors, comment ça marche dans ce genre de situation en Belgique? Merci pour la question. Donc, si je comprends bien, je vais répéter pour tout le monde la question. La question vise l'insatisfaction de l'acquéreur après la vente en ce qui concerne l'état du bien. Alors, on va revenir vraiment très tôt sur la ligne du temps en ce qui concerne l'état du bâtiment. Ben, l'état, il doit être décrit dès le départ. Je m'explique, souvent on voit des ventes où le bâtiment est vendu en l'état. Et donc, le vendeur va vendre un bâtiment en l'état à l'acquéreur, et souvent il n'est pas en très bon état. Mais lorsqu'on vend le bien en l'état, si l'acquéreur n'est pas très content au bout du processus, le vendeur va lui dire « Cher acquéreur, vous avez acheté le bien en l'état avec cette tache d'humidité, avec cette véranda qui est défraîchie. » Alors je vais un peu plus loin. Arnaud vous a parlé de la garantie pour vice caché. Ça dépend ce que vous allez reprocher au vendeur après l'acquisition. Est-ce que vous allez reprocher un vice apparent? Si le vice est apparent, désolé, vous pouviez le voir au moment des visites. Parenthèse, d'où l'utilité d'être bien conseillé vraiment au début du processus. Mais si c'est un vice apparent, vous n'avez pas de recours contre le vendeur. Alors, est-ce que c'est un vice caché? Le vice caché, par définition, c'est le vice que vous n'avez pas pu voir lors de la visite avant de remettre l'offre d'acquisition, mais la plupart du temps, et c'est une pratique notariale, dans le compromis et dans l'acte authentique d'acquisition, vous avez une clause qui exclut la garantie du vendeur pour vice caché. Donc, vous allez prendre votre téléphone, dire « Monsieur le vendeur, quand j'ai visité l'immeuble, il était nickel, il était propre, je prends possession de l'immeuble, vous avez enlevé vos meubles, et derrière, je vois une tache d'humidité. » C'est classique. Bon, est-ce que c'est un vice caché pour autant? Le vendeur, il va vous dire « Madame, j'ai une clause d'exclusion des vices cachés, vous n'avez aucun recours contre moi. » Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que cette clause d'exclusion des vices cachés, vous pouvez la combattre si vous arrivez à démontrer que le vendeur était de mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est une définition juridique. En réalité, si vous arrivez à démontrer que le vendeur savait ou devait savoir qu'il y avait un problème d'humidité qui était caché pour vous, dans ce cas-là, la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne sera pas applicable et vous pourrez l'attaquer et demander, soit, je vais utiliser des termes qui juridiquement ne sont pas corrects, mais l'annulation de la vente et le remboursement de prix, soit des dommages et intérêts, une réduction du prix en réalité, et qui sera estimée sur base des travaux pour remettre l'immeuble en état. Mais la question des vices cachés est une question compliquée parce que si vous avez un vendeur professionnel, alors la clause d'exclusion des vices cachés n'est pas d'application. Donc là, c'est très bien pour vous. Vous ne devez pas prouver qu'il savait ou qu'il devait savoir. Et par rapport, et pour terminer sur les vices, vices cachés ou autres, lorsque vous achetez un bien, vous achetez également les actions, les recours que votre vendeur, pouvait avoir contre les constructeurs. Donc, même si ce n'est pas un vice caché, si c'est un vice qui apparaît plus tard, etc., vous pourriez, en tant qu'accessoire de la vente, bénéficier d'une action en responsabilité décennale contre le constructeur, contre l'entrepreneur ou contre l'architecte. Mais là, je vais vraiment très loin dans la réponse. Bonjour. Oui, donc je veux poser une question sur un appartement qui appartient par exemple 80% au fils et 20% au père.
Et ici, le père voudrait que le fils acquiert l'appartement à 100%. Donc, il peut y avoir une vente ou bien, je ne sais pas, d'autres termes juridiques pour faire passer au fils. Je voudrais savoir quelle est la manière à moindre frais, parce qu'on parle de droit d'enregistrement, si on passe par le notaire, etc. Donc, à votre avis, quelle est la meilleure manière pour régler ce genre de choses entre membres de famille? Alors, merci pour la question. Donc, la question, le postulat, la situation de base, c'est un immeuble qui appartient à 80% à un père et à 20% à son fils. Et le père veut transmettre la pleine propriété à son fils. On peut envisager une donation, on pourrait envisager une sortie d'indivision, mais je ne vais pas aller plus loin, parce que la matière est fiscale. Et Yael Spiegel, mon associée, viendra vous parler de la matière, c'est vraiment quelque chose qu'elle maîtrise, et elle vient vous en parler le mois prochain. Donc je préfère ne pas dire de bêtises, et suggérer que vous posiez la question à Yael Spiegel, mais je suis certain qu'elle l'abordera dans son exposé. Bon. Est-ce que je vais poser la question en anglais, s'il vous plaît? Oui, on vous répondra. Okay. So I have a question about the certificate PEB. If I understood, sorry, it's okay. I just pressed it one. The certificate PEB should be presented at the time of the compromis de vente. Yes, if I understood right. What obligation? Because when I sign the offer d'achat, it doesn't need to be presented yet. What happens if after the offer d'achat, which commits me in a way with my offer, the seller is not presenting this certificate PEB? Is he obliged? Is there a way to oblige him, or he can just refuse? I mean, will my offer will be not binding to me if he doesn't present the certificate? Merci pour la question. Je vais répondre en français. Donc, la question posée a trait à la signature d'une convention, d'un compromis, à l'occasion de laquelle le vendeur ne remet pas le certificat PEB. Alors, très concrètement, vous pouvez l'obliger à remettre le certificat PEB. Le certificat PEB est au moins un accessoire de la vente. C'est un document qu'il doit vous remettre et vous pouvez exiger cette remise. La question que vous posez est difficile parce qu'à une époque, il y a eu beaucoup de réflexions dans les milieux universitaires, donc au sein de la doctrine juridique, quant à savoir s'il n'y avait pas d'autres conséquences, est-ce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à plaider, à soutenir que la vente était nulle. Des choses ont été écrites en ce sens-là, mais je n'ai pas connaissance de décision qui ait prononcé la nullité d'une vente parce qu'il n'y avait pas de remise de certificat PEB. Dernière chose, Arnaud vous l'a précisé, au plus tard, au moment de la signature de l'acte authentique, un notaire ou deux notaires vont intervenir et les notaires sont des gens extrêmement prudents et je ne pense pas qu'un notaire va accepter de signer l'acte authentique si le vendeur ne remet pas, parmi tous les documents qu'il doit remettre, le certificat. Si le vendeur ne remet pas le certificat PEB. Pour revenir à votre question, oui, vous pouvez l'exiger du vendeur. Oui, la dame ici, en face de moi, mais il faut prendre le microphone, s'il vous plaît. Non, il faut prendre. Alors,
Moi, je vais hériter un tiers de la maison de mes parents. Donc, ensemble avec ma sœur et ses enfants, j'ai un tiers. Est-ce que j'aurai toute cette formalité à faire? Ça ne sera pas un achat. Moi, je voudrais payer ma sœur et ses enfants et garder la maison. Est-ce que c'est beaucoup plus facile? La question posée, je la répète. Dans le cadre d'un héritage, vous allez recueillir un tiers de la propriété d'un bien. Dans le cadre d'un héritage, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de remise, par exemple, du certificat PEB. Vous allez hériter parce que vous allez prendre la place du défunt. Après, si vous cédez la propriété, vous serez soumise, en fonction des différentes réglementations, à ces obligations de certificat. Mais ça, le notaire sait vous répondre. Les notaires ont des checklists en fonction des opérations. J'en ai une ici d'ailleurs, et on sait vous dire, telle opération, une donation, est-ce que vous avez besoin, oui ou non, du certificat PEB, du certificat de conformité électrique, enfin, dans le cas d'un héritage, dans le cas d'une vente, etc. Madame. Merci beaucoup. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première, c'est correct. Un compromis devant d'être signé devant un notaire, la première. La seconde, les frais d'un vendeur, ce sont qui? Dans la période de 4 mois entre le compromis de vente et l'acte emphatique, si le vendeur il va mourir, qu'est-ce que ce sont les conséquences? Merci beaucoup. Alors, la première question était de savoir si le compromis devait être signé devant notaire. Non. Oui, c'est correct. Le compromis ne doit. Le compromis de vente ne doit pas nécessairement être signé devant notaire. Vous avez certains agents immobiliers qui vont vous faire signer des compromis de vente. Et pour eux, c'est un moment pour garder le contrôle sur la commission qui est due sur le prix de vente. Mais il n'y a pas d'obligation d'aller chez le notaire signer le compromis de vente. Personnellement, j'estime que c'est mieux de signer le compromis de vente déjà chez le notaire. Je n'ai pas compris la deuxième question, si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Les frais pour un vendeur. Les frais pour un vendeur. Okay. Alors, les frais pour un vendeur, ce sont les frais qui sont liés aux recherches urbanistiques, aux certificats PEB, à toutes les formalités qui ont été décrites par Arnaud. Donc ça, ce sont des frais qui sont à charge du vendeur. Oui, et puis si vous avez fait le choix de confier votre vente, d'être assisté par un professionnel, par un agent immobilier, par un notaire, si la transaction aboutit par le biais de cet intermédiaire, il va falloir le rémunérer. Et donc, il y a la commission due à l'agent immobilier si la vente aboutit, qui est en général de l'ordre de 3%, plus frais. Donc ça, évidemment, c'est aussi un élément important à prendre en considération. Et les taxes aussi. Il y a des taxes aussi pour les vendeurs. Alors, les taxes, donc les taxes essentiellement, il s'agit donc des droits d'enregistrement ou de la TVA qui seraient éventuellement applicables sur la transaction. Les droits d'enregistrement et la TVA sont supportés par l'acquéreur. Et si quelqu'un décédait, il va mourir dans la période de 4 mois? Alors, troisième question de madame, c'est l'hypothèse du décès du vendeur pendant la période de 4 mois.
Mais il faudra voir qui hérite. Ce seront les héritiers qui devront exécuter la vente et signer l'acte authentique de vente. Mais c'est vrai que c'est souvent l'occasion de difficultés, parce que vous avez des timelines qui ne sont pas identiques. Vous avez 4 mois pour signer l'acte authentique. Si la personne décède, j'invente 15 jours avant, ce sera extrêmement difficile. Si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la déclaration de succession n'aura pas encore été réalisée. Donc ça peut compliquer l'opération. Mais en principe, ce sont les héritiers qui héritent, qui sont la continuation du défunt, et donc ils sont tenus par le contrat. Merci. D'abord, un grand merci pour vos informations qui sont très utiles et très claires. J'ai 3 questions, les 2 sont très simples, la troisième n'est peut-être pas dans mes compétences. Question simple d'abord, vous avez dit que la TVA s'applique aux bâtiments neufs. Quand on entend par neuf, est-ce qu'au-delà de 10 ans, c'est encore neuf? Ça. Deuxième question, pour demander au syndic, la situation juridique et financière, en général, c'est payant comme document ou ça fait partie de l'obligation? En réalité, le syndic va se faire payer. Il va demander une rétribution pour la transmission de ses obligations, enfin de ses informations, pardon, au notaire. Et la troisième qui est compliquée? La troisième question qui est compliquée mais qui ne concerne, enfin qui est peut-être intéressante pour d'autres dans la salle. J'ai un bien que je compte mettre en vente. J'ai pratiquement remboursé la majeure partie du prêt, genre 70-75%, et je compte quasiment en même temps, peut-être même avant la vente, acheter un autre bien dans un autre pays, dans mon cas en Espagne. Je ne sais pas comment se passent les crédits ponts. Est-ce que si je demande un prêt à une banque espagnole, elle peut mettre une double hypothèque sur la partie déjà remboursée de mon bien en Belgique, ou une banque espagnole ou une autre banque européenne? Est-ce que ces pratiques-là sont courantes, possibles, envisageables? Je ne sais pas vous répondre. Enfin, comme ça en 2 minutes. Merci, Yannick. Madame au fond. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions très pratiques. Donc, les mazoutes. Moi, je cherche à acheter un appartement et on m'a prévenu que les mazoutes étaient illégales. Je ne sais pas si c'est illégal ou si ça dépend du type d'installation, mais on m'a dit si tu cherches un appartement et qu'il est au mazout, fais gaffe, il va falloir faire des travaux dans la copropriété et ça va tomber sur toi. Pareil, les ascenseurs qui sont à remettre aux normes, je ne sais pas quelles précautions on peut prendre pour ne pas se faire avoir, parce qu'on regarde les PV de la copropriété, mais j'imagine qu'il y a des cas où peut-être... Enfin, je commence encore, mais je vois que c'est pas tout clair, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux faire pour essayer d'éviter des problèmes. L'abattement des droits d'enregistrement, si on est déjà propriétaire d'un bien dans un autre État membre, est-ce que ça peut encore jouer? Dans mon cas, c'était une donation. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Concernant le mazout, je n'ai pas connaissance de caractère illégal d'une installation, du fait d'être chauffé au mazout en appartement ou au sein d'une copropriété. Par contre, il y a, dans l'hypothèse d'une vente d'un bien, lorsqu'il y a une citerne à mazout dépassant une certaine capacité, il y a une obligation de fournir une attestation d'entretien, de contrôle de la citerne à mazout. Mais le chauffage, le fait de se chauffer par ce biais-là n'est absolument pas illégal. Ensuite, votre seconde question, vous souhaitiez donc vous prémunir d'éventuels frais liés par exemple à l'entretien, à la réparation d'un ascenseur. Évidemment, ce sont des questions qui se posent très fréquemment dans le cadre d'un achat d'un appartement au sein d'une copropriété. C'est un poste important des charges communes. Je pense que vous devez, si la question ne ressort pas clairement
des procès-verbaux des différentes assemblées générales qui vous ont été communiquées, parce que donc, en tant que candidat acquéreur, vous avez le droit d'exiger du vendeur qu'il vous remette les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années. Si la question n'apparaît pas clairement, mais je pense que vous devez interpeller le vendeur à ce sujet. Donc vous avez, tout ça c'est un conseil général qu'on peut vous donner, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit la position de vendeur ou la position d'acquéreur, vous devez être conscient que vous avez dans le chef du vendeur un devoir d'informer le candidat acquéreur, et dans le chef de l'acquéreur, du candidat acquéreur, vous avez une obligation de vous renseigner. Donc vous devez, tous les points à propos desquels vous n'êtes pas rassuré, toutes les questions qui restent en suspens, vous avez l'obligation de les poser à l'acquéreur ou à son représentant, le notaire, son agent immobilier. Donc c'est ça, c'est ce qui ressort, c'est ce qui tout à l'heure on parlait de l'obligation de négocier de bonne foi. C'est un des aspects de la bonne foi dans le cadre de l'achat ou la vente d'un bien immobilier, c'est s'informer sur tous les aspects à propos desquels nous n'aurions pas obtenu toutes les garanties nécessaires. Et vous aviez une troisième question? L'abattement. Alors, à mon sens, il faut savoir, nous ne sommes pas des spécialistes en droit fiscal, et les règles sont différentes d'une région à l'autre. À Bruxelles, vous pouvez bénéficier d'un abattement sur la première tranche de 175 000 € pour les logements d'une valeur qui n'excède pas 500 000 €. Il y a différentes conditions, les acquéreurs doivent être des personnes physiques, il doit s'agir d'un bien destiné au logement, et à mon sens, ça doit être votre seul bien, le seul bien dont vous êtes propriétaire. Donc je ne pense pas que si vous êtes déjà propriétaire, même si c'est par le biais d'une donation, je ne pense pas que vous soyez dans les conditions pour bénéficier d'un abattement. And what if the apartment is co-owned with somebody else in another country? Do we have to be 100% owners, or if we are co-owners, then... I asked my notary about that. You have to be the sole owner. Sole owner. But if you're just a co-owner, then you still... I don't know what. C'est une question malheureusement un peu trop pointue pour nous. Nous ne sommes pas des spécialistes en droit fiscal. J'aurais tendance à vous dire que non, vous devez à mon sens mais sous réserve de vérification. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Maître Spiegel sera là prochainement parmi vous et vous pourrez obtenir une confirmation. Je vois le temps qui avance, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, on peut encore en prendre une ou deux. Alors, l'achat d'un bien affecté d'une infraction urbanistique, c'est une question extrêmement complexe. Il faut... vous êtes vendeur. Alors, j'ai eu la question m'a été posée par un vendeur pas plus tard qu'hier. Il faut se poser la question du moment où on se trouve sur la ligne du temps. En tant que vendeur, votre bien est affecté d'une infraction urbanistique. La première chose, c'est d'en avertir l'acquéreur. Et il faut que cette information figure très clairement quelque part, et pourquoi pas dans le compromis ou dans l'acte authentique. Parce que si vous ne communiquez pas cette infraction urbanistique, à un moment donné, l'acquéreur va s'en rendre compte, peut-être qu'il va vouloir effectuer des transformations, peut-être qu'il va vouloir revendre dans 5 ans l'immeuble, et lorsque son notaire sollicitera les renseignements urbanistiques, peut-être qu'on va lui dire attention.
Alors, si c'est dans 5 ans, c'est dans longtemps. Si c'est dans 6 mois, parce qu'il a introduit une demande de permis d'urbanisme, il va se retourner contre vous. Et il va mettre en cause votre responsabilité. Et il va mettre en cause votre responsabilité, en tout cas dans le cadre de la garantie des vices cachés. Alors, je vous le disais en introduction, vous avez souri, la matière est extrêmement compliquée. Vous avez certains plaideurs, certains avocats, certains auteurs qui plaident même que la vente est nulle, parce que la vente serait illicite. On ne peut pas vendre, dans l'esprit de certains auteurs, juristes, avocats, notaires, on ne pourrait pas vendre un bien qui est affecté d'une infraction, parce que l'infraction urbanistique touche à l'ordre public. Et donc, oui, il y a un risque incroyable. Et donc, pour répondre à votre question, la transparence, on a parfois des négociations, et je le vois dans certaines opérations immobilières, où le vendeur va s'engager à obtenir la régularisation de l'infraction. En fait, moi je suis passée par un agent immobilier, donc le problème c'est que je ne sais, moi je le dis à l'agent, en fait j'ai constaté l'infraction, j'ai pas eu de procès verbal, cette maison que j'ai héritée il y a 16 ans. Et on vient seulement 40 ans après, voire 30 ans après, pour des châssis qui ont été échangés par mes parents et où il semblerait qu'il y ait une infraction à propos de châssis qui date de 1988, qui du bois ont été mis en PVC double vitrage pour un mur pour la maison et on vient m'embêter avec ça. Alors bon, il y a des acquéreurs qui prennent avec des infractions en disant bon, ok, et puis par contre je suis tombée sur des clients qui ne veulent pas signer le compromis parce qu'il y avait une fissure dans la façade, donc je vais devenir un expert, parce que maintenant au niveau des infractions, ils veulent que je mette en ordre. Donc moi, j'ai une bonne fois, je ne le savais pas, je ce n'est que quelqu'un au moment des recherches que c'est sorti de terre. Et moi, je veux le dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je veux dire, des châssis qui sont en très bon état et qui ne doivent pas être changés maintenant. Donc moi, j'ai introduit le dossier d'urbanisme. Ça va mettre 75 jours, quand il avait un urbanisme, avant d'avoir une décision du conseil, etc. J'ai dû prendre un architecte qui a dû refaire des planches, j'ai déjà payé 1800 €, je vais devoir payer 4000 € au total, c'était pas prévu dans mon prix de vente de la maison, que j'ai déjà rabaissé de 30 000 € par rapport à la maison de vente. Donc je me dis, où va-t-on? Donc moi, de bonne foi, j'ai mis. Donc maintenant, mon notaire, que j'ai été voir parce que ça commence à bien faire, d'abord l'autre notaire voulait bloquer l'argent et qui me reviendrait si jamais il n'y avait pas de travaux à faire, j'ai pas voulu prendre le risque. Que s'il y avait des travaux, c'était l'acquéreur, il rentrait des factures chez le notaire et ce qui me restait, c'était pour moi. Donc faites bien attention quand vous achetez. Et alors, donc ça, j'ai refusé l'histoire d'argent bloqué. Donc maintenant, on va mettre une clause suspensive sous réserve de l'obtention de la mise en conformité. Parce qu'en fait, c'est une mise en conformité. C'est pas une infraction de ce qu'elle est privée. Donc là, mais moi, je suis un plan de je n'ai plus de nouvelles de l'achat immobilier qui, comme par hasard, a disparu de ma nature. Donc si jamais on va mettre, mon notaire de mettre un délai de réponse de la commune, je ne sais pas si on va mettre 4 mois ou 6 mois. Donc moi tout ça, je me mets et l'acte authentique qui doit être fait dans les 4 mois. Donc moi je suis dans un merdier total. Je ne veux pas être dans l'illégalité au niveau de la législation fiscale et pour avoir des indemnisations qui me tombent dessus. Et je me dis bon, si jamais la commune n'a pas répondu pour telle date fixée par le notaire, la vente à ce moment-là est nulle et non avenue. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore même payé les honoraires de l'agent immobilier qui, le notaire m'a dit, n'a pas fait correctement son travail parce qu'il aurait mis dans l'offre d'achat la clause que l'acquéreur était au courant des infractions et ça m'aurait protégé. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, en gros la situation. Je vais terminer par un bref commentaire, mais votre exemple est vraiment l'exemple frappant de toutes les difficultés. Voilà. Mais de toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur la ligne du temps qu'on a schématisé tout à l'heure lors d'un processus de formation d'un contrat de vente. Avec votre agent immobilier, il faut avoir un bon contrat. Manifestement, il y a un souci. Par rapport à la situation du bien, c'est bien quand on le met en vente de voir si on ne peut pas être taquiné. Encore faut-il le savoir. Et l'histoire des châssis, voilà. Au niveau des solutions, les solutions qui ont été proposées par votre notaire ou par l'autre notaire,
par votre notaire, ce sont des solutions qu'on retrouve très habituellement. Il y a une sorte de pratique qui s'est développée chez les notaires pour rencontrer ce problème d'infraction urbanistique qui apparaît au moment des négociations ou en fin de négociation, au moment de la signature du compromis. Écoutez, dans votre cas, vous êtes conseillé par un notaire, la condition suspensive d'obtention d'un permis d'urbanisme fait sens, mais je comprends que ça vous ennuie parce que ça retarde tout le processus. L'offre d'achat date du 13 juillet, j'avais 8 jours, j'étais en vacances, j'avais 8 jours à l'accepter, donc je suis partie en vacances le 11, j'ai reçu l'offre par l'intermédiaire de l'agent le 13, je suis rentrée le 18 et j'avais jusqu'au 20 pour mettre mon accord. Donc j'ai un peu une couteau sous la gorge, mais je l'ai accepté parce que bon, c'était une offre correcte, donc voilà. Mais ça traite du mois de juillet, on n'a toujours pas signé le compromis. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et manifestement, vous tombez sur des acquéreurs qui profitent. Mais voilà. Exactement. Malheureusement, vous êtes victime d'une situation qui se rencontre tous les jours. Mais je rebondis là-dessus justement en tant qu'acquéreur. Normalement, on ne doit pas avoir parce que donc moi j'ai signé une offre dans le mois de juin et j'attends toujours. Donc je dois signer le compromis. Mon notaire me disait qu'on pouvait signer, mais je n'ai pas le renseignement urbanistique justement qu'il n'y ait pas d'infraction. Moi, je ne veux pas signer là-dessus et je crois que justement, j'étais allée me renseigner à la commune et qu'il y avait des petites infractions, pas énormes, mais la taille des fenêtres pas réglementaire, des choses comme ça. Et donc, comment se fait-il que, donc depuis le mois de juin, ce document n'est pas encore arrivé sur nous? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un délai aussi long pour avoir le renseignement urbanistique? Vous êtes à Bruxelles? Commune de Saint-Gilles, oui. Écoutez, il y a certaines communes qui sont extrêmement lentes. Il y a vraiment eu des soucis ces derniers mois avec les renseignements urbanistiques qui devaient être fournis par la ville de Bruxelles. Dans le cas d'une infraction, justement, si ça se révélait qu'il y a vraiment une infraction, donc en tant qu'acquéreur, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que de ne pas aller vers la vente ou alors d'estimer le montant qu'il y aurait des travaux, des infractions? Peut-être de faire comme madame, d'insérer une clause suspensive de régularisation. Sachant qu'en fonction de l'importance de l'infraction, voilà, mais parfois on prévoit des conditions suspensives de régularisation, mais d'ici l'an prochain. La clause suspensive dans le compromis. Si je n'ai pas le document, je peux mettre comme compromis, comme clause suspensive, une régularisation quand le document. Ah oui, parce que les informations que vous allez recueillir de l'urbanisme, si elles pointent un risque en termes urbanistiques, c'est très bien. Le vendeur, il vous a fourni l'information, il va vous dire, madame, vous étiez au courant. Donc, dans votre cas, il est préférable d'insérer une clause de régularisation, ou alors de ne pas aller à la vente si vous n'avez pas signé de compromis, et si on tient compte de la théorie du processus dynamique de conclusion de la vente. Voilà. Je suis désolé, je vais devoir... Une dernière question, mais... toute dernière. C'est une courte question liée à toutes ces discussions. Je voudrais savoir s'il y a un délai maximal entre l'acceptation d'une offre et la signature du compromis de vente. Et je donne un autre exemple, le vendeur qui veut acheter quelque chose, donc qui retarde la signature du compromis de vente. Merci. Il n'y a pas de délai dès le moment où l'offre est acceptée, pour autant que vous ayez bien précisé, qu'une des deux parties ait bien précisé dans les conditions de l'offre qu'un compromis devait être signé. Si l'offre a été bien rédigée, on dit voilà, le compromis sera signé dans les 15 jours, dans le mois. Si rien n'a été mentionné, il faudrait que ce soit un délai raisonnable. Donc le compromis devra être signé
dans un délai raisonnable. Et s'il ne l'est pas, vous mettrez en demeure, le vendeur ou l'acquéreur. C'est quoi pour vous raisonnable? Parce que justement, j'avais une clause dans l'offre et le vendeur, il n'a pas accepté cette clause parce que justement, il voulait chercher autre chose pour s'acheter. Il a dit, moi, je ne vais pas signer le compromis, donc je n'accepte pas cette date jusqu'à ce que je ne trouve pas autre chose. Donc, c'est quoi pour vous raisonnable? Raisonnable, c'est quelques semaines, c'est peut-être un mois, c'est peut-être un mois et demi, mais si après un an, il n'y a toujours pas de compromis signé, il y a vraiment un souci. Mais raisonnable, c'est une notion factuelle qui sera déterminée au cas par cas par un juge, si jamais les choses tournent mal. Donc, disons que l'offre est acceptée. Si dans un an, rien ne se passe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous les deux, on est bloqués. Moi, j'ai fait l'offre, donc je suis bloquée. Et l'autre, le vendeur aussi, il a accepté l'offre. Très rapidement, mettez en demeure le vendeur de prendre position. Et alors, il y aura une prise de risque. Il y aura une prise de risque où vous irez consulter un avocat, mais il faudra mettre en demeure le vendeur de prendre position, et s'il ne prend pas position, soit alors vous allez considérer qu'il y a vente, mais c'est extrêmement dangereux, et considérer que le vendeur est en faute de ne pas avancer dans le processus de vente, de ne pas signer un compromis, voire même l'acte authentique, mais c'est très dangereux. Soit alors, plus soft, vous considérez qu'il y a rupture abusive des négociations, qu'en réalité le vendeur joue avec vos pieds puisqu'il vous empêche de signer le compromis, et vous lui réclamez des dommages et intérêts. Mais il ne va pas vous payer, j'invente, 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Il faudra qu'il soit condamné pour. Voilà. Je propose d'en terminer. De vous souhaiter un excellent après-midi. Oui, merci beaucoup, Maître. Une information pour vous, c'est qu'on va organiser des tables rondes, encore pour répondre à vos questions, concernant ce sujet, la location et l'achat d'un bien et la vente, avec nos maîtres. Donc, vous aurez encore la possibilité de poser vos questions. Alors, nous sommes arrivés à la fin et nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Rappelons aussi que le PowerPoint sera diffusé à travers les différentes sections de R&D. Et aussi, si vous avez des sujets qui vous tiennent au cœur, il ne faut pas hésiter à nous les communiquer, et parce que comme ça, on peut voir les possibilités pour organiser des autres conférences. Encore un très grand merci et à bientôt. Au revoir.